1945, l'Allemagne nazie s'écroule. Soldats, ouvriers, hauts responsables ou ingénieurs, le régime pour lequel ils ont tous et toutes œuvré est défait. Mais alors, que deviennent-ils? On vous explique. Après la fin de la guerre, les nazis sont traqués dans toute l'Europe par les Alliés. Certains vont alors tenter de fuir vers l'Amérique du Sud pour échapper aux nombreux procès et exécutions qui les attendent. Pour y parvenir, ils vont utiliser un réseau méconnu encore peu étudié aujourd'hui, la route des monastères ou la route des rats. C'est ce que raconte Anne Véron dans son documentaire « Fuite des nazis, la route des monastères ». Alors, ce qu'on appelle aujourd'hui la route des monastères, c'est un réseau de représentants de l'Église mis en place pour aider des criminels nazis à fuir l'Europe. Nous, on s'est intéressé principalement au réseau principal qui arrive d'Allemagne, d'Autriche, vers l'Italie, parce que c'était le principal port de sortie d'Europe à ce moment-là. Et c'était quand même la voie, l'autoroute, disons, pour la plupart des nazis. En Italie, une région en particulier va être le théâtre des agissements de ce réseau, le Sud-Tyrol. Ils ont accueilli les nazis avec les bras ouverts, on peut dire. La femme de Mengele, elle vivait là, tout le monde savait qui c'était, tout le monde savait où elle vivait. On peut dire quand même que c'est une région aux sympathies nazies. Je ne veux pas insulter tous les Sud-Tyroliens, les pauvres, il doit y en avoir des biens. Mais la religion catholique est très forte, très traditionnelle. C'est une région qui a permis à tous les nazis d'avoir des faux papiers. Avant de fuir, les nazis étaient logés et cachés par des prêtres et évêques dans des monastères, où leur était fournie une précieuse aide. Ils leur donnaient aussi un peu d'argent pour se nourrir, pour leur trouver un métier. Il fallait en effet trouver des faux papiers, avoir des titres de voyage qui permettaient de circuler d'un pays à l'autre et trouver des visas pour pouvoir être accepté dans certains pays. Donc voilà, c'était un réseau quand même, une agence de voyage bien rodée. Parmi la centaine de nazis ayant bénéficié de ce réseau, certains faisaient partie des plus grands criminels du régime. C'est Eichmann, évidemment. C'est Franz Stangl, c'était le commandant de Treblinka. Et Klaus Barbie, le boucher de Lyon. Il y a des questions sur Mengele, on n'en parle pas parce qu'il n'y a pas de preuves. Une question se pose alors, le Vatican a-t-il officiellement participé à la fuite de ces hauts dignitaires nazis? Alors est-ce qu'on peut dire que le Vatican a joué un rôle? C'est délicat. Le Vatican n'a pas officiellement joué de rôle. C'est des prêtres, des évêques, indépendamment, qui l'ont fait pour de leur propre conviction. Alors que des centaines de hauts dignitaires fuient via la route des monastères pour échapper aux sanctions, des milliers de savants sont eux recrutés par les Alliés pour aider à leur reconstruction. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne prend une avance considérable, notamment en matière d'armement. Pour combler ce retard, les cerveaux du Troisième Reich sont identifiés et recrutés par la France. C'est cette histoire méconnue que raconte Bénédicte Delfaux dans son documentaire « Main basse sur les savants d'Hitler, le plan secret français ». C'est le général de Gaulle lui-même qui pose sa signature sur un ordre qui était destiné à demeurer secret à l'époque et qui l'a longtemps été. L'ennemi d'hier devient le privilégié d'aujourd'hui. Forcément, c'était compliqué pour les populations locales d'assister un peu impuissants au traitement de faveur qui était fait à ces scientifiques, pas tous nazis, attention, hein, tous allemands certes, pas tous nazis, tous avec une carte du parti et des degrés d'adhésion idéologique très variables. Dans l'après-guerre, les prouesses de l'industrie aéronautique française sont mises en avant lors de grands salons comme au Bourget. En 1957 est présenté le premier avion à décollage vertical du monde, sauf que le nom de son inventeur, un Allemand, reste secret. Dans ces laboratoires militaires, il y avait également des Français. La collaboration était entière et totale et le but c'était justement qu'il y ait un partage de connaissances. Donc c'était pas très difficile, dans les vitrines comme le Bourget, de mettre en avant la découverte et de laisser dans l'ombre à l'époque la personne qui en était à l'origine. On citait le laboratoire français, on grattait pas comme on pourrait le faire aujourd'hui pour savoir qui était derrière, on se contentait un petit peu de dire cocorico.